Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à une autre édition de 11 Montréal. 1er septembre, voilà, septembre est arrivé. Quand septembre revient... Ouf, je me mettrai pas à chanter. Frédéric Laure avec vous, en compagnie comme d'habitude. Ça, c'est un bonheur aussi, mon bonheur de septembre, mais qui revient constamment. Patrice Bernier est avec nous. Monsieur Bernier, capitaine éternel, bonjour. Merci, bonjour Fred, bonjour à tout le monde. Bien de retour, ça fait une petite absence là, les dernières semaines, mais bon, Oui, on puis tu va étais dans regarder ça. la ville reine ce week-end aussi, alors on aura Oui, l'occasion. finalement, un bon match quand Oui, même. Finalement. t'as constaté l'effet John Herdman. Le Ouais, bon, c'est début. ça qu'ils vont l'appeler là-bas, là, mais je dirais que tu sais, finalement, le coach a ses bons atouts, mais ouais, et voilà, Toronto aura l'ancien entraîneur. Voilà, et il sort du banc, en fait, des vestiaires, je dirais même. D'habitude, oui, il est dans les douches constamment, mais Kevin Laramie est avec nous. Salut, Kevin! Bonjour, oui, c'est vrai, j'aime ça prendre une douche aussi. Le plaisir d'être sur la route, c'est d'essayer des nouvelles douches dans différents hôtels. Ben Je oui. pense qu'il faudrait que j'aie un blog de voyage, ça pourrait être intéressant. Ben oui, tu sais Je qu'on a dis- un jeu aussi, Kevin et moi, on cherche les différences, on s'envoie les différentes fragrances, parce que dans Ah chacun ouais? des hôtels, on a des fragrances particulières, puis des fois, c'est Ouais, un peu j'avoue. alambiqué comme fragrance. Fait qu'on Oui, se puis texte. de 2023, je pense que c'est l'année de la bergamote. Bergamote un peu ici, partout. Je pense que c'est l'année de la bergamote en 2023. Ah, C'est bah, bah, bien, bah. c'est Moi, je bien dans déteste les les, saveurs. les, les, les hôtels qui n'ont pas de bain. Moi, je remarque ceux qui ont un bain, puis ceux qui ont juste une douche, puis c'est tout. Oh, Ça, oh, oh, old school de ouais, parce que des Patrice. fois, t'es comme, ah, tu sais quoi, je prends un bon bain, puis là, t'as pas le bain. T'es comme, bah. Puis après ça, il y en a qui ont les bains, là, t'es quasiment dans le plancher, là, ouf. Ouais, mais bon, c'est une particularité des hôtels. OK. Bonne rentrée à tout le monde aussi. Je sais qu'il y en a plusieurs qui nous écoutent qui ont une première semaine, soit des étudiants ou soit aussi des parents. Première semaine pour plusieurs aussi. Je pense que tout le monde est rentré à l'école en ce moment. Le Cégep est rentré, mais je pense que c'était aussi la semaine dernière, si je ne m'abuse. D'ailleurs, je vais vous surprendre, mais ceux qui nous écoutent, nos auditeurs qui sont au Cégep présentement, on va ouvrir un poste de correspondant de Cégep, du moins pour une émission. Alors, si tu nous écoutes, m'a tutoyé parce que, hey, le jeune, si tu nous écoutes, tu es au Cégep et tu veux participer à notre 11 Montréal, d'accord? Tu as une semaine, on est le 1er septembre, tu as une semaine pour m'interpeller via Twitter, les médias sociaux t'as-tu vu? Le moins adapté pour les gens de Cégep, parce que je pense qu'ils ont, Eux ouais, autres, c'est ils plus sont moins sur TikTok ou Twitter possible. Instagram. Écoute, je suis vieux, moi. C'est moi qui est vieux. Alors, tu as une semaine pour, en un tweet, justifier ta présence ici à 11 Montréal avec nous en m'interpellant, moi, personnellement. Alors, Fred Laure, underscore TV, FLAR, en fait, underscore TV. Si tu veux participer à 11 Montréal. Voilà pour l'offre de stage du début de 11 Montréal. OK. 6 Québécois, il faut en parler, parce qu'on en a pas parlé la semaine dernière. C'était Matt Collin qui était avec nous. 6 Québécois, 2 matchs de suite en plus. Pat, le micro est à toi. Non, tiens, je vais commencer avec ça, puis peut-être tu pourras commenter. 6 Québécois, des fois, moi, je peux être dur, du moins, je peux le critiquer, puis j'ai des standards hauts pour notre directeur sportif à Montréal, mais les 6 Québécois sur le terrain, c'est pas seulement l'affaire du développement des bons joueurs et tout ça, c'est l'affaire d'une institution, d'un mot qui s'est passé, puis c'est Olivier Renard qui est à la tête de tout ça. Alors, moi, je pense que une grande partie du mérite et du crédit de ces 6 Québécois sur l'11 de départ lui revient parce que c'est comme ça qu'il a aligné cette équipe. Qu'est-ce que tu en penses? Ben oui, je pense que tout d'abord, c'est qu'il a décidé de plus s'apitoyer sur l'académie. Je ne vais pas dire qu'il y avait des jeunes de l'académie qui signaient, mais on sentait qu'on leur donnait pas une vraie opportunité d'être soit des joueurs complémentaires ou maintenant, pour certains, des joueurs 11 partants. Qui fait que maintenant, je sais qu'ils ne sont pas tous de l'académie, ces joueurs-là, mais je veux dire, le facteur qu'on a signé les joueurs, qu'on leur donne de place, on les envoie en prêt, les Joe Sirois, les Sean Rea et compagnie. Donc, chapeau. Puis le facteur que 6 Québécois, ben oui, il y a une fierté là-dedans. Moi, avant tout, je le sais que les partisans sont comme, bon, la vedette, mais à qui tu t'identifies? Du monde qui sont comme toi. N'importe quel club, c'est sûr, les grands clubs, maintenant, c'est des clubs de vedettes. Mais en majorité, quand tu as un club moyen, c'est que tu as des joueurs sur lesquels tu t'identifies. Et l'histoire de ce club, elle a toujours été en grande majorité que la base, c'est pas tous des partants, mais c'était des joueurs d'ici. Moi, je me rappelle mes premières années USL, il y avait l'époque des années 90, des Nick DeSantis, Mauro Biello, John Limiatis, il y avait Patrick Diot, c'était les noyaux. Mais là, nous, on arrivait.
les Patrice Bernier, Patrick Leduc, Gabriel Gervais, Nevio Pizzolito et compagnie. Puis ça a été une continuité. Puis moi, je suis parti, mais le grand succès du club, c'était qu'il y avait ce noyau, ces gens d'ici qui comprennent le club, qui font véhiculer l'identité, la culture du club aux autres qui arrivent, puis qu'ils autres rentrent, des Lloyd Barker de ce monde, des Greg Sutton, qui finalement deviennent des Montréalais adoptifs, ou un Hassoun Camara, comme on sait qu'on a. Donc, non, moi, j'étais fier, je suis content, puis ils prouvent qu'ils ont leur place. Mathieu Choignard est probablement un joueur par excellence cette saison, donc tant mieux. Mais n'empêche qu'il faut quand même qu'il performe. C'est pas à cause des Québécois que c'est un addon, c'est un statut. Tu as encore un double standard. Ça veut dire que tu dois prouver encore plus que tu es là, pas à cause que tu viens de la place ou tu es de l'académie, c'est que tu es performant. Puis je crois que le SADA, il faut lui donner parce que il a même décidé de faire jouer d'autres par-dessus d'autres qui sont mieux payés ou qui ont un statut plus élevé. Donc, chapeau à Olivier Renard qui, on le voit depuis 2019, il l'a dit, il le répète, vous vouliez des Québécois, ben j'en ai mis, je donne l'opportunité. Et donc, la voix, elle est là. Donc, pour n'importe qui est au Québec, qui n'est pas à l'académie, il se dit, ben écoute, tu sais quoi, avant, jouer à l'Impact de Montréal, au CF Montréal, ouais, là maintenant, c'est comme, hey, voilà, Ismaël Koné, Tony Vilsain, j'ai pas nécessairement eu juste à être à l'académie, puis je peux peut-être avoir une chance plus tard pour rentrer dans ce club. Donc, une belle fierté. Non, mais on verra si ça va continuer. Le contre-argument, il y a des gens qui vont dire, ouais, ça joue aussi parce que, je vais être dur, là, mais c'est du cheap labor. C'est-à-dire qu'on dépense pas beaucoup, donc on est obligé de faire jouer nos joueurs plus jeunes, puis des joueurs qui viennent de l'académie, puis on économise. Je pense pas que ça serait avisé d'embrasser cet argument-là. Pat? Ben, ça, c'est un facteur d'être dans une masse salariale. C'est d'être un cap salarial. C'est que tu dois équilibrer comme, oui. Là, le truc, c'est que oui, on va dire cheap labor, mais les jeunes qui signaient avant, ouais, OK, ils signaient, ils gagnaient 50 000 par année, mais ils jouaient pas. Là, puis ils sont compétitifs aussi, hein. Puis c'est ce qu'on a dit depuis toujours. Tu peux être compétitif avec des joueurs de l'académie, puis justement, des jeunes joueurs, meilleurs sont tes jeunes joueurs, meilleur tu vas être parce que tu vas pouvoir, pouvoir épauler ceux sur lesquels tu dépenses, en fait. Oui, exactement. C'est un peu ta fondation, c'est ta base. Là, regarde, Mathieu Choignard, 5 ans plus tard, partant. Joueur. Là, on voit maturité d'avoir eu les minutes, même si tu dis les 2 premières années, il n'y a pas eu de minutes, fait qu'au fait, il est peut-être un peu en retard. Joe Roy, même chose. Il dit donc, tranquillement, il y en a qui gagnent des minutes. On voit Rida Zouhir qui performe en USL. Il dit Nathan Saliba, qui lui a encore 2 ans aussi, où il a un peu pas été à l'oubli, mais bon, voilà, peut-être qu'il aurait pu faire apparaître l'année passée à cause de différentes circonstances. Ouais, il n'a pas joué Saliba, entre autres, pour des problèmes de vaccin. Laurent Simon en a parlé. Ouais. Donc, ça coûte moins cher, mais à la fin, c'est un peu ta fondation. Il dit, puis tu sais, tranquillement, ces gars-là, quand ils vont bien performer, ben, il faut voir que tu les payes. Hein. Là, Mathieu Choignard, oui, il a re-signé il y a 1 an, je crois. Mais s'il fait bien cette année, son agent va dire, moi, maintenant, mon joueur, il est pas juste un potentiel partant, il est un de vos meilleurs joueurs. Donc, il doit être en regardant. Oui, au départ, tu es cheap labor, mais si tu performes, tu deviens un joueur qui tu deviens précieux, extrêmement précieux. Oui, ça coûte moins cher en dépenses parce que, comme tu dis, des dépenses que tu fais venir, les transferts, des fois, c'est les extra sportifs de payer les loyers puis tout ça. Un joueur que tu viens étranger qui arrive, il coûte plus cher que juste son salaire aussi. Là. Donc, c'est la réalité d'une masse salariale, mais de n'importe quel club. Kev, c'est parce que je reviens à ce que je dis par rapport à Olivier Renard qu'il faut saluer. C'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire parce qu'il y en a d'autres qui sont passés, puis je veux pas dire qu'ils étaient méchants, puis je veux pas dire qu'ils ont pas rien fait pour les jeunes d'académie, mais ils ont pas mis la structure, ils ont pas insisté, pas mis le courage. Puis même, tu sais, il y en a 3 qui sont de l'académie, hein. Sirois, dans ces 6 qu'on nomme, Choignard, Sirois puis Saliba. Il y en a 3 qui sont d'ailleurs. Piette, Zachary Bourguillard. Bourguillard, on est allé le chercher. On est allé chercher ces Québécois. Vilsain, on est allé le chercher. C'est un Québécois pour venir jouer ici. À l'époque, là, Olivier Océan, on n'est pas allé le chercher pour venir jouer ici alors qu'il venait venir jouer ici. Il y en a d'autres Québécois qui auraient été prêts à venir. Puis on n'a pas tout fait nécessairement pour aller les chercher. Renard, il le fait, ça. Alors, il faut le saluer, ça, non? Oui, je suis absolument d'accord, Fred. Aussi, je pense qu'il faut saluer l'investissement avec la caserne des Tourneaux, le centre industriel aujourd'hui, et on voit peut-être les résultats aujourd'hui de ces 7-8 ans de
pratique, d'avoir son espace, de pouvoir grandir avec justement cette académie. On voit les résultats sur le terrain aujourd'hui. On voit aussi parler de cheap labor. C'est du cheap labor qui joue quand même sans que les joueurs qui sont payés plus cher jouent à leur place. Un Saliba au lieu de Wanyama. Wanyama a quand même payé son gros salaire et on voit Saliba capable de prendre sa place même avec un salaire qui est beaucoup moins. Donc, je pense qu'on voit les 6 Québécois qu'on parlait avec mérite et pas juste du mérite. Je pense que c'est un addon qu'avait 6 Québécois sur le terrain. C'était les 6 meilleures options à leur position et ça donne qu'ils étaient tous Québécois cette journée-là. Je pense que c'est ça qu'on doit se saluer aussi. C'est que le résultat du travail et des efforts de longue haleine, c'est qu'un joueur est Québécois, oui, mais c'est le fait qu'il soit le meilleur choix à sa position et en plus, c'est Québécois, donc ça donne encore plus de fierté, selon moi. Par rapport à ce que tu dis, j'ai pas entendu beaucoup son nom à travers les articles nécessairement, pas à travers les commentaires par rapport à ces 6 Québécois-là, mais c'est encore le travail de Philippe Lafroy qu'on récolte en partie aussi. Avec les 3 que j'ai nommés, Chouanière, Saliba et Sirois, ces 3 gars qui sont encore, à mon avis, beaucoup au crédit de Philippe Lafroy. Juste aussi, pour finir là-dessus, il y a des gens qui diraient « Ouais, mais c'est parce qu'ils sont meilleurs que ceux qui étaient là avant de l'Académie. » Pat, non, c'est pas un argument recevable. Les gars qui sont là en ce moment... Maxime Crépeau, c'était un excellent goalkeeper. C'est juste qu'on n'a pas donné la chance nécessaire. Ou du moins, il était en prêt, puis on n'a pas dit, tu sais, comme là, les prêts qu'on a fait de Joe Sirois, on voit ce que ça rapporte. Maxime Crépeau, il avait fini meilleur gardien de but en USL ou NASL à l'époque. Puis là, après ça, il est parti. Là, il est devenu le gardien qu'il est dans la Ligue. Vandril Lefebvre a fait un excellent travail. Même à un certain degré, il était le remplaçant des partants. Est-ce qu'on aurait dû pas investir dans d'autres puis dire, OK, voilà le gars qui est le remplaçant puis potentiellement va devenir le partant parce qu'avec le temps, lui, il trouvait sa place et il avait bien fait. Il y en a d'autres. Maxime Tissot, on se parle tout le temps du latéral gauche. Voilà un gars qui avait un bon pied gauche, une belle frappe. Puis est-ce qu'avec du temps, aurait pu être, tu dis cheap labor. Un caractère de chien, Tissot. Oui, puis les positions là, qui coûtent moins cher, là, c'est normalement latéral droit puis piston gauche. Piston droit, piston gauche. Maxime Tissot, si on avait donné un peu plus de temps, il aurait été capable, il aurait musclé son jeu, peut-être qu'on aurait pu l'envoyer en prêt, puis avec cette patte gauche, lui, des centres là, qu'on voit de certains joueurs de cette ligue, là, d'un Kai Wagner, Maxime Tissot, pour moi, j'ai vu ce qu'il avait autant de qualité que certains gars au niveau de centré. Là, s'ajuster à la physicalité de la Ligue, ça prend du temps. Et on pense tous que le gars arrive, puis la première année, il doit être tout feu, tout flamme. Souvent, c'est ceux qui montent en puissance tranquillement. Là, regardez Daniel Lovitz, considéré comme un des bons à sa position. C'est un ailier gauche à Toronto, transféré à Montréal, devenu latéral gauche. Les premières années, on était coup-ci, coup-ça, puis finalement... Venu en camp à l'essai, on n'était pas sûr. C'était lui, Anthony Wallace, puis on était comme... Ouais. Donc, c'est ça. Puis Aaron aussi. Des fois, je crois que on n'a pas donné assez de temps à ceux qui sont venus au départ. Zach Messoudi, excellent joueur, balle au pied. Oui, c'est sûr, les artistes, un peu comme Sean Riott, tu vas dire, les artistes, les gars qui ont le ballon, faut que tu travailles un peu plus, faut que tu les moules, faut que tu les envoies des fois en prêt pour qu'ils apprennent leur métier. On l'a plus revu, lui, puis il avait du ballon dans les pieds, là, tu sais. Donc, malheureusement, comme j'ai dit, je pense qu'on ne donnait pas assez de temps. Et on ne les mettait pas dans l'organigramme de dire, OK, dans 2-3 ans, ce gars-là, regarde là, Philadelphie, McGuinn, Sullivan, regarde là, les minutes qu'ils ont depuis 3 ans, ces gars-là. Une centaine ici. Là, McGuinn est maintenant quasiment un partant, il déplace Flack. Parce qu'on leur a donné le temps. On a vu qu'ils étaient assez bons, mais on ne voulait pas les brûler. Nous, le truc, c'est qu'il y en a 3-4 qu'on a fait comme puis là, on a fait comme OK, on peut faire des échanges parce qu'on a besoin de place. Ou regarde, même à la défense, on aurait pu, comme je dis, moi, je pense que c'est juste la patience. Ces joueurs-là sont pas tous prêts. Puis Mathieu Chouinard en est la preuve qu'après 5 ans, tu as de la maturité. C'est Mathieu parce qu'il n'a pas joué les 2 premières années, mais voilà. Ouais. Ça me fait penser, là, on a évoqué, Kevin, je suis dans la suite de tes idées parce que tu as évoqué Saliba qui prend la place de Wanyama. Je veux aborder le fait que Wanyama joue pas. On va commencer par ça. Puis je l'ai fait, on a fait l'exercice avec Matt Cullen la semaine dernière. Si tu avais 2 gars à choisir entre Saliba, Wanyama, Piet et Chouanière pour le milieu de terrain. Le milieu de terrain, en ce moment, 1er septembre, on enregistre le vendredi, là. Si tu avais 2 à choisir,
Les deux meilleurs. Pour dans l'optique Losada aussi. Ce serait qui? Je pense que j'irais avec la combinaison Piette-Saliba. Parce que justement, c'est peut-être parce que c'est frais dans ma mémoire aussi, mais je pense qu'il y a plus de diversité dans les qualités tactiques, les qualités techniques et athlétiques de ces trois-là. Je pense qu'ils ont ils peuvent s'adapter à plus de situations. Mais je sais pas si c'est, en anglais, on dirait le father time. Je sais pas si le père du temps a peut-être rattrapé Le un père peu du temps. Wanyama, mais Oh, attention, on fait de l'agisme, hein. Moi, j'ai défendu Patrice Bernier, entre autres, Le gars a 32 cinq ans durant, je ans. pense. oui, Il est trop 32 vieux, ans. Patrice Bernier, il est pas capable, il est pas capable. Crème, il Non, devrait jouer mais encore, Patrice Bernier. oui, 32 ans pour Wanyama, mais les genoux, Pas peut-être trop de minutes. 38. Peut-être 38 ans de genoux. Je crois juste que avec la possession que les autres équipes ont, et surtout la manière que le CF Montréal joue depuis quelques matchs, et aussi cette statistique-là que lorsqu'ils ont moins que 50% de possession, ils ont une fiche victorieuse cette saison. Donc, c'est un peu la tactique avec laquelle ils ont besoin. Donc, il faut réagir avec la possession de l'autre Hmm. équipe. Et je pense que Wanyama, c'est un peu, c'est pas son gagne-pain. Je pense que oui, interception, contrôler le jeu, être capable de faire de dicter un peu le tempo, mais c'est pas c'est pas là que le CF Montréal s'en va. Et je pense que côté pressing, côté s'adapter, côté aussi motivation, c'est peut-être pas nécessairement la pierre angulaire que je choisirais Hmm. pour mon milieu. Pat, puis c'est comme si j'ai fait mes devoirs tactiques ou techniques ou du moins de gestion de club, puis tu vas me corriger. Ma copie, tu vas corriger de celle de Matt Cullen en même temps. Le calcul, moi, c'est mon milieu, c'est Piette Chouanière en ce moment. OK. Parce que on joue à un 6. Losada le dit lui-même, il préfère d'avoir juste un 6. Fait que en termes de numéro 6, t'as Piette et Wanyama. Le choix se fait entre les deux. Ou Saliba. On pense d'ailleurs que Saliba, c'est un 6. Mais en même temps, Saliba, il est comme piston en ce moment, comme un 8. C'est un gars qui se projette un Ouais, peu comme plus un sur le box-to-box, terrain là. puis qui a du volume. Après ça, t'as le 8, t'as Saliba ou Chouanière. Puis Chouanière, depuis le début de la saison, c'est le gars qu'il faut absolument que tu aies dans ton équipe. Donc, je préfère Piet à Wanyama, je préfère Chouanière à Saliba en ce moment. Puis, il y a des gens qui vont dire pourquoi tu ne le mets pas comme numéro 10? Parce que là, Sada joue avec justement un milieu offensif, un numéro 10, pas nécessairement pur, mais Chouanière, c'est pas un numéro 10. Chouanière, faut qu'il soit lancé, faut qu'il soit sur un box-to-box, qu'il soit capable de revenir, faut qu'il prenne la vitesse aussi. Alors, Chouanière-Piette, c'est ça en ce moment, mon milieu de terrain. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, ça serait dit d'un certain temps, mais moi, personnellement, j'irais Saliba, Piette puis Chouanière devant eux. C'est juste Ah que ouais? tu n'es pas obligé de définir à Chouanière qu'il est un numéro 10. Tu peux lui dire que il peut décrocher puis partir d'un peu plus loin. Il est pas Sans... trop haut sur le terrain. À Non, New parce que York, je pense que tu peux tranquillement, si tu joues bien, tu peux dire, bon, OK, Nathan, tu peux monter juste un peu de temps en temps, puis qui devient 2-8 puis 1-6, puis Sam, on s'assure qu'il est devant la défense. Donc, moi, Mathieu, présentement, hein, de ce que j'ai vu, là, parce que je trouve que Bryce Duke, il est comme un peu perdu, là. ouais, c'est dur, Il Bryce y a des Duke. bons moments, puis il y en a des moins bons. Mais Saliba, Piette en duo, parce que bon, c'est compréhensible. Puis on en a déjà parlé. Parce qu'au début de la saison, quand le monde parlait beaucoup de Wanyama, il n'est pas comme l'année passée. Je dis oui, parce que l'entraîneur qu'il a demande un jeu à haut tempo. Et l'année dernière, il avait un jeu parfait pour lui. C'est-à-dire que, l'équipe monte tranquillement avec la façon que Wilfried Nancy jouait. Et deux, lui, il pouvait aller appliquer sa pression et utiliser sa carapace physique sur 5-10 mètres. Surtout, comme il l'a dit, oui, on ne va pas le cacher que les blessures n'ont pas épargné dans sa fin de carrière parce qu'on sait qu'un Wanyama, il y a 6 ans, peut facilement jouer dans cette équipe-là puis être très dominant. Mais là, ayant joué pendant 2 ans dans un système qui est parfait, je joue, tout est devant moi, je suis tranquille, je suis la pierre angulaire. Là, on me demande d'aller 50 mètres devant, d'aller faire la pression, d'attaquer. Là, c'est là que j'ai dit, je crois que le système Losada ne correspondra pas aux compétences de Wanyama. Et moi, je voyais, je vais pas dire Saliba, mais soit peut-être Mathieu Chouanière prendre cette place-là parce que Losada aime jouer avec des jeunes joueurs parce que lui, il veut du run and gun, si on va dire. Faut que ça court. Ouais, je dois appliquer la pression, puis on doit aller vite vers l'avant. Et donc, les joueurs qui correspondent à ça, c'est les joueurs qui peuvent répéter ces efforts-là. Et Nathan Saliba, d'après les jeunes, il le fait. Oui, est-ce qu'il est... C'est pas Wanyama, il n'a pas les mêmes compétences. Mais la réponse de Hernan Losada, c'est que je ne jouerai pas avec 2-6.
je veux jouer avec 1-6 et les 1-6, c'est Piet ou Wanyama. Et lui, il considère que Saliba est capable, avec son volume, d'apporter un cran de plus et d'aller vers l'avant. Donc, il veut comme un 6 et un 8 à côté. Et donc, Saliba, ben, ses compétences athlétiques ben, démontrent que il va voir, hein, il a récupéré beaucoup de ballons, il ferme beaucoup d'espace, chose qu'au milieu de terrain, ils ont eu de la misère avant la Leagues Cup, là, où même s'ils avaient des bons résultats, ils se faisaient prendre sur les côtés parce que les deux, on leur demande de faire beaucoup de travail vu que les trois attaquants restent vraiment en avant, puis que Duke, il n'est pas vraiment un milieu qui vient aider. Tandis que Mathieu, quand il est en 10, ben, il a des compétences défensives qui peuvent aider les trois autres. C'est pour ça que moi, je le verrais quand même comme 10. Mais oui, la réalité de la philosophie présente fait que Wanyama a été dépassé par Nathan Saliba. Ouais, c'est ça. Puis c'est plus ou moins surprenant. Moi, trois choses. Wanyama, premièrement, il y a plusieurs, tu sais, le fait de travailler avec aussi des commentateurs anglophones puis hispanophones, et ils nous parlent de l'équipe aussi, parce que nous, on suit constamment à Montréal, mais ils nous parlent de l'équipe après. Il y en a plusieurs cette année qui m'ont dit, hey, coudonc, Wanyama, il court un peu moins aussi. Il est pas fini, là, Wanyama. Je veux pas dire, mais tu l'as bien expliqué, tu as besoin du volume, tu as besoin souvent des jeunes joueurs. Les Red Bulls, c'était comme ça. C'est pour ça qu'ils ont échangé Dax McCarthy, c'est pour ça qu'ils ont échangé leur joueur qui était plus vieux. Oui. Il y en avait encore sous la botte, mais c'était pas du volume, c'était pas un moteur de jeune de 22 ans qui est capable de courir pendant 90 minutes, comme le fait Choignard d'ailleurs, hein, parce que le Sada, il arrête pas de dire Choignard, c'est extraordinaire, il court. Fait que Wanyama, on pouvait anticiper justement qu'il allait peut-être glisser de cette équipe-là de Sada. D'ailleurs, ça revient à ce qu'on a dit au début aussi. C'est la preuve de ce qu'on a beau jeu de dire en ce moment. C'est la preuve de ce qu'on disait peut-être au début de l'année. Pourquoi avoir Wanyama quand tu Piet aussi au niveau de la dépense? Si tu as 1 million à investir, tu l'investis dans qui? Est-ce que c'est vraiment bien investi pour Wanyama? Là, c'est facile à dire parce que Piet et Wanyama ont bien joué ensemble l'an dernier. Puis cette année aussi, on fait quelques matchs, puis c'est possible. Mais voilà, on en est là. Je pense que c'est pour ça, et je pense que le Sada l'a platement expliqué en disant je préfère Saliba, je préfère Piet à Wanyama aussi au milieu. Nécessité d'un vétéran, je me suis mis ça comme note. C'est la 3e équipe plus jeune hein, de la Ligue, le CF Montréal. Le Sada s'en plaint. Je me tourne encore vers Pat. T'en as besoin? T'en as besoin d'un gars? Parce que là, sur le terrain, ça commence à être jeune. L'année passée, ils étaient jeunes aussi, là. Mais qu'est-ce qu'on avait dit qui apportait beaucoup? C'est qu'ils avaient Victor Wanyama, ils avaient Kai Kamara, Rudy Camacho. Tu as des vétérans qui prennent leur place. Romel Kyoto aussi là-dedans, on va pas l'oublier. Là. C'est juste qu'il là, il est blessé, fait qu'il est comme écarté de l'équipe. Il n'est pas là, il n'a pas été là pendant 3 mois. Donc, tu avais des bons vétérans qui accompagnaient un peu les moments, les flottements qu'un jeune peut avoir. C'est-à-dire, quand ça va bien, ils sont sky de limite, on est meilleur que tous les vieux. Mais quand ça va moins bien, ben, ils se mettent plus de pression, puis c'est plus difficile quand tu es jeune de remonter la pente quand ça va moins bien. Parce que tu te poses tant de plein de questions, puis tu as besoin des vétérans qui sont là, qui encadrent, qui donnent le coup de pouce, puis des commandes continuent, puis qui sont au courant de ça, qui partagent aussi un peu d'informations à l'entraîneur pour savoir bien jauger un groupe. Surtout les jeunes. Ils l'ont toujours dit. Le monde du football, il y a rien qui manque. Okay? Le dicton que tu gagnes, c'est pas que tu gagnes pas avec les jeunes. C'est si tu veux aller le plus loin possible, ben, tu as besoin des vétérans dans une équipe. C'est clair. Il dit, même les Red Bulls, Leipzig, si tu regardes, là, tout ce qui leur manque, ces équipes-là, c'est le 2-3 vétérans qui sont capables de jouer dans les moments difficiles. Parce que les jeunes, c'est ça, ils ne connaissent pas encore jusqu'à temps qu'ils en ont pris pendant 2-3 saisons. Là. Donc, regarde les équipes qui ont gagné en MLS. On va voir l'âge moyen. C'est genre 26-27 ans. C'est vrai, mais j'ai fait un exercice, là. J'ai pas complété mon exercice stats. Kevin, va falloir, je pense, s'ouvrir un département statistique plus étoffé. Mais cette année, ça compte pas parce que je pense, et je le mesure là, parce que j'ai fait les 5 dernières saisons, en fin d'année, la moyenne d'âge descend. Pour l'ensemble des équipes, ou du moins pour une partie des équipes, parce qu'on commence justement en fin d'année à faire jouer les jeunes. Il y a des blessures aussi, les plus vieux. Il y a une idée, on teste des affaires pour l'an prochain aussi. Mais si on prend 2022-2021 seulement, si j'ai pris les 10 plus jeunes équipes et les 10 plus vieilles de la Ligue, puis combien sont en série, il n'y a rien qui se dégage. En 2022, des 10 plus jeunes équipes,
il y en a 5 qui étaient en série. Les 10 plus vieilles, il y en a 4 seulement qui étaient en série. Parce que l'argument peut être fait aussi que c'est une saison, particulièrement cette année avec un calendrier condensé, des jeunes jambes, c'est bon pour la récupération. Des vieilles jambes, ça récupère un peu moins. Donc, dans la performance, ça se mesure. Puis, l'année d'après, 2021, c'était 5-5. Alors, il y a rien qui se dégage à ce niveau-là. C'est peut-être... Qui a gagné la Coupe? Ouais, c'est ça. Ouais. Qui gagne? Là, New York, quand ils ont gagné, ils étaient assez vieux. Ils avaient Morales, Cayens, Chano. pour voir les équipes en Morales. majorité, c'est 26, 27 ans. Les gars qui sont des partants clairs. Tu as besoin des jeunes. Les jeunes, ils te donnent la fougue, la jeunesse. Ce sont des moments particuliers, mais tu as besoin de ces joueurs qui sont vétérans, 26, 27, 28 ans. On va se cacher aussi, le foot a rajeuni, là. Et tout. Maintenant, on est plus axé. Quelqu'un qui a 23, 24 ans est considéré un vétéran, là. C'est plus un jeune joueur. Maintenant, tu peux plus dire à quelqu'un qui a 22, t'es jeune. Normalement, tu as joué une centaine de matchs. Mais je te dirais que les équipes qu'on conçoit, qui sont le top, les 6-7 équipes prétendantes à gagner la Coupe MLS, pas à juste faire les séries. Ben, si on regarde t'as raison. Puis, je veux rajouter Red Bulls New York. Dernièrement, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ouais, notre philosophie, juste jouer les jeunes, on va la continuer, mais on a réalisé qu'on a besoin, comme ils vont pas tourné la page, mais là, ils vont revenir en arrière, aller chercher des joueurs un peu plus avec de l'étoffe on monte les jeunes, mais on a du monde aussi qui sont capables de nous gagner les matchs parce que les jeunes, c'est comme dans 2-3 ans, ou au pire, ils sont vendus après 1 an ou 2, les jeunes. Fait que t'as même pas le temps de profiter de leur maturité. Je pense que ça s'apprend à être professionnel aussi, puis comment réagir, puis ça s'apprend par mimétisme, pas juste genre « Hey, fais ça ». Genre « Hey, j'ai vu Patrice Bernier quand c'était 4-3 à 89e minute, il a pas capoté, puis il a gardé le ballon ». Je continue à jouer à Football Manager avec toi, Kevin. OK. Ben là, est-ce qu'on va aller vers les attaquants? Samedi, face à Columbus, t'as 4 attaquants. Vilsaint, Toy, Ofor, Sunusi Ibrahim. Prends-en 2 pour ton équipe. Pas, sans nécessairement me dire le partant. Là. Prends-en 2 pour le match contre Columbus. Je vais prendre Toy et je vais prendre O4. Et il y a une raison particulière, et c'est à cause que, justement, Columbus est l'adversaire. Ouais. Columbus est une des meilleures équipes dans la Ligue à plusieurs facettes. Meilleure équipe avec la possession du ballon. Ils jouent, c'est Wilfred Nancy aussi qui aime jouer au ballon. Une des choses qu'ils font pas très bien, c'est gagner leur duel aérien. Et je pense que c'est peut-être là que Montréal pourrait avoir une petite avantage duel aérien. Donc, j'ai besoin de 2 attaquants qui peuvent sauter haut dans la boîte. 7,8% seulement de duel aérien gagné pour le Crew Columbus cette saison avec Wilfred Nancy. Et je pense que Montréal, s'ils ont une chance, c'est de garder le score très bas et peut-être sauter très haut dans la boîte et peut-être marquer sur un coup franc ou quelque chose. Intéressant. Surtout que Vilsaint, on veut pas l'accabler, mais... il s'est fait un peu manger par Thiago Martins, qui, lui, a plus de métier, puis c'est un sacré joueur, là, Thiago Martins, alors il n'a pas démérité. Au niveau physique, le gros défenseur de New York City, a eu dessus sur lui. Ça amène, moi, en fait, je regarde Toy, je peux pas... Sa confiance est très basse, puis c'est un immense problème avec lui. On l'a vu avec Thierry Henry, puis on l'a vu avec Wilfred Nancy. Mais je peux pas croire. Moi, j'aime pas beaucoup le type de joueur qu'est Sunusi Ibrahim. Le gars, j'ai réussi contre le gars, mais je suis pas un gros fan de Sunusi Ibrahim. Je comprends pas pourquoi on le préfère à ce point-là à Mason Toy en ce moment aussi. Pat, qu'est-ce que t'en penses, toi? Ben, moi, en tant que profil, là, si on enlève Romel Kyoto, parce que Romel Kyoto est comme le numéro 1 clair lorsqu'il est en santé, Mason Toy, c'est celui qui a le profil d'attaquant que tu dis dans la MLS, si tu regardes juste le profil, là, tu regardes pas son vécu, ses habitudes, ses mauvaises habitudes d'être blessé, tu dis, OK, lui, là, il va vite, il est quand même assez grand, il gagne certains duels de la tête, puis il est quand même habile devant le but. Du moins, il a capacité de marquer au moins 7, 8 à 10 buts dans une saison. Donc, quand tu regardes ça, tu te dis, ben, il devrait être logiquement au moins dans la conversation de partant avec le CF Montréal. Mais là, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a 1 mois, il a commencé, je pense, 3 des 4 matchs. Là, 3 semaines et demie plus tard, et clairement, la pré-saison a fait que Jean-Anthony Vilsaint a gagné des points. Mais là, lui, il est même pas sur la feuille de match. Ça, c'est une autre chose. Je trouve que des fois, ça, Losada, il est comme tout ou rien. C'est présentement. Sunusi, c'était ça que Sunusi, hein? On le voyait pas, mais on allait pop, il a repopé aussi. Et ça, après ça, il y a des choix. Je sais que dans
quand tu es dans un staff de coach, il y a des choix, des particularités à l'entraînement. Comme Kevin l'a mentionné, tu dis, si on joue tel adversaire, je veux plus prendre cet attaquant-là parce que je pense qu'il va te déranger plus. Mais Missing Toy, pour moi, là, normalement, il est sur la feuille de match. Qu'il est partant ou pas. Je trouve qu'il a des atouts. Il a assez prouvé. Il n'a pas une constance, régularité, mais il a assez prouvé qu'il peut apporter du danger. Là, pour Ibrahim, ben là, c'est la particularité de si t'aimes pas. Moi, je l'aime parce que je trouve que même s'il n'est pas, je pense que c'est comment dire le terme, c'est un safe bet. C'est au fort, autant que je sais qu'il dérange, je donne le ballon à l'adversaire tout autant qu'il dérange. Ibrahim, Ibrahim, c'est le joueur. C'est moi, je vous dis pas à cause juste que j'ai vu les statistiques. Il est loin au-dessus du deuxième joueur du CF Montréal avec le plus de ballons perdus. Donc, ça veut dire que lui, il a une carence technique qui fait que il redonne le ballon 3-4 fois quand les autres le redonnent une fois. Technique donc, et tactique, Ibrahim. Ibrahim, c'est... Il est jeune encore. D'autres atouts. Puis je sais qu'à l'entraînement, on m'a dit que c'est quand même un joueur qui a une bonne finition. Puis c'est un joueur, je trouve, qui est dans la surface, là, même s'il n'est pas grand, il est un peu un grinder de la surface. Il va se jeter. Il va, tu sais, rappelons-nous les premiers buts qu'il a marqués là, lorsqu'il est arrivé en 2021. Il fait des buts de la tête, il met le coup, il se jette. C'est le type d'attaquant que il est peut-être brouillon, mais au moins, il va marquer n'importe quel type de but. C'est juste que oui, le but classique, on se rappelle à Charlotte, il était tout seul avec le gardien de but, il prend une grosse frappe. Tu sens qu'il n'est pas raffiné, mais moi, je le préférais mieux parce que je sais que dans la surface, il m'apporte du danger. Et il perd moins le ballon qu'un haut fort. Ça, c'est Haut fort. Mais c'est au fort qui a des statistiques de perte de ballon hautes, c'est ça que oui. Mais au fort, quand on le pas, au début de l'année, on se disait, man, ce gars-là, il devrait peut-être jouer un peu plus parce que c'était lui, à chaque fois qu'il rentrait les 5 dernières minutes, 10 minutes, il dérangeait. Mais on dirait qu'il a perdu de cette étoffe-là dernièrement, peut-être d'une confiance ou qu'il était un partant. Parce qu'oubliez pas, il était partant pendant 10 matchs, là, il l'est plus. Là, c'est Vilsain. Fait que, tu sais, on peut voir que le Sada, sa confiance avec ses attaquants, elle est, disons que la ligne est très mince de la confiance qu'il donne à ses attaquants. En même temps, il laisse, on l'a vu avec Vilsain, 3 matchs de suite quand même, mais Vilsain. Oui, mais il laisse du temps, après ça, il coupe. Il laisse du temps, il coupe. Il laisse du temps, il coupe. Oui, c'est ça. Il a dit au fort 10 matchs. Ouais, ça va bien. Après ça, c'était la paire Toy Ibrahim. Ouais, ça va bien. Ça a été moins bien. Ah, ouais. Puis 3 semaines et demie plus tard, le gars qu'on s'attendait le moins à être partant, c'est lui qui est partant, Jules-Anthony Viltin. Donc, par rapport aux attaquants, je trouve que ils ont une courte mèche. Et puis c'est une position, justement, comme gardien de but, beaucoup de confiance. Beaucoup de ça va aller, c'est correct, on va aller. Parce qu'à un moment donné, quand ça débloque, c'est 10 buts en un mois. Romain Kyoto, là, vous vous rappelez, là? Lui, c'est des phases. C'est pas, il marque 2-3 buts par mois, il marque 7 buts, il en marque pas pendant 2-3 mois, puis là, il en remarque un autre 7-8 buts. C'est ça, les attaquants. C'est à fleur de peau, puis c'est sensible. Puis il faut que tu aies la confiance de l'entraîneur que tu es genre, c'est correct. Je sais que tu es capable de marquer. Vas-y. Faut que je te fasse confiance. Faut que tu fasses confiance à quelqu'un à un moment. Mais j'espère que les attaquants du CF Montréal marquent par séquence, parce que la séquence a commencé au mois de février, mais on est commencé au mois de septembre, donc ça veut dire qu'ils vont marquer beaucoup de ça fait de la saison. Regarde, c'est Mathieu Choignard, ton meilleur marqueur, là. Je sais exactement, c'est ça. Il est au fort avec 4 buts. Et lui, c'est un milieu de terrain qui est normal, qui marque à peu près 4 buts. Ton attaquant, il devrait avoir 8 buts par ce temps-ci de l'année, là. Ouais, exactement, Ouais, assurément. Puis il s'en plaint en conférence. Ben, il s'en plaint. Il fait le constat, le SADA, constamment en conférence de presse. Fifi Carranza, 11 buts. 9 sur penalty. Puis Gazdag, on a 10, même si c'est 9 sur penalty, c'est quand même, il faut les marquer. Ces trois-là ont 70% des buts de leur équipe. Toi, tu as un joueur qui a 4 buts, puis la majorité de leurs buts, en plus, sont au Stade Saputo. Personne ne marque sur la route. Donc, je peux comprendre. Vivement, ouais, c'est ça. Vivement Kyoto. C'est pour ça qu'on est un peu... c'est pas que tout le monde regarde son Instagram ou que Olivier Renard lui dit « Hey, embraye, petit gars, parce qu'on a besoin de toi. » OK. Les attaquants sont des joueurs sensibles. On va faire une pause. On va méditer là-dessus. C'est joli d'ailleurs aussi comme formulation. Puis on va revenir. On va parler naturellement d'un duel qui s'annonce, j'allais dire hautement émotif, mais du moins assez émotif. Le coup de Columbus s'en vient à Montréal ce week-end. De
De retour sur les ondes de 11 Montréal, Frédéric Laure avec vous en compagnie de Patrice Bernier et de Kevin Laramé. C'est le retour de Wilfrid Nancy, de Rudy Camacho aussi, il faut pas l'oublier. Et une autre légende, Evan Bush aussi, il faudrait pas les oublier, mais quand même. Je vais commencer par toi, Kevin, parce que c'est des choses dont on discute. Écoute, je pensais que l'an dernier, à 11 Montréal, on vous a expliqué, je pense, en long et en large, ce qui est arrivé avec Wilfrid Nancy. Puis on a commencé à partir de juillet aussi. On vous a mis la puce à l'oreille. Puis on a dit, on essaie d'être le plus clair et le plus nuancé dans tout ça possible. Je pensais qu'on avait on avait réussi à faire la part des choses pour les partisans. Par contre, ce que je vois sur les médias sociaux, ça reflète pas peut-être l'ensemble des partisans, mais c'est que on est un peu encore en colère. En fait, on est un peu en colère contre Wilfrid Nancy. Je suis surpris de ça. Je pensais que justement, pour ceux qui nous écoutent particulièrement, on donnerait, du moins on donnerait, on aurait encore beaucoup d'amour pour Wilfrid Nancy, puis on aurait seulement aussi peut-être un peu de déception, voire de l'amertume de le revoir revenir et de faire si bien avec Columbus, entre autres. Oui, et je pense qu'il y a un certain sentiment de « Ah, qu'est-ce que ça aurait pu être la vie si Nancy était encore avec le CF? » Je pense qu'il y a aussi ce petit sentiment de... Si on fait une petite métaphore, donc la relation Montréal, CF Montréal et Wilfrid Nancy, appelons ça une relation amoureuse. Lorsqu'il y a une séparation qui mène à un divorce, la séparation est arrivée beaucoup plus tôt que la fin de la saison, on va être bien honnête, et à la fin de la saison, il y a eu le divorce. Le divorce fait mal, et le divorce, ça prend du temps, c'est comme tu restes chum avec la personne avec qui tu étais chum au début, c'est ça que tu me dis? C'est pas facile, fait que tu vas un peu, tu retrouves tes amis d'avant, puis tu laisses un peu aller l'autre côté, puis je pense aussi, quand il y a une séparation comme ça, il y a un trauma, et c'est comme un peu... les 5 phases d'un deuil aussi, il y a une période de déni et après il y a une période d'acceptance. Je pense pas qu'on est rendu dans la période d'acceptation. On est dans la colère, visiblement. Là, on est encore dans la colère, visiblement, exactement. Oui, justement, vous pouvez, sur Twitter, sur x.com, je suis disponible tous les jeudis matins pour vos chroniques bientôt disponibles. On l'a mal, en tout cas. Je vais essayer d'être clair. Moi, je pense qu'on l'a peut-être mal expliqué, ou les gens ont peut-être mal compris, ou nous ont peut-être pas écouté aussi. Mais si vous nous avez écouté, je pense pas que vous pouvez être en maudit face à Wilfrid Nancy. Par contre, il y a des gens qui, Pat, toi qui fais qui est dans le monde du soccer professionnel, là, qui a été payé pour être dans une équipe, pas nous, puis qui a fait des cours de coach et qui fait des cours de coach. Les gens rient des valeurs puis des principes dont Wilfrid parle à nauséam dans ses conférences de presse aussi. Ça, est-ce que pour toi, de l'extérieur, c'est risible aussi? Parce que ces valeurs-là, peut-être que le public est un peu... c'est un peu ésotérique pour le public, mais les joueurs qui ont joué pour Nancy, on en a la preuve avec Camacho, ils l'ont embrassé, ce projet-là. Il l'aime, Wilfrid Nancy. Parle-en à Mihailovic. Il aime, Wilfrid Nancy. Parle-en à Camacho. Les joueurs qui sont là, toujours là. Je pense que dans leur tête, c'était dit, coach va sûrement partir, mais c'est pas scellé. Donc, ils avaient un espoir que Wilfrid Nancy soit là cette année, là. Ils sont tous, oui, on parle de ceux qui sont partis, qui aimaient, mais les joueurs qui étaient là, avant, là, il avait un sentiment paternel. C'était le coach qui était, t'as rarement entendu des joueurs se plaindre. Bon, l'équipe gagnait, fait que personne ne se plaint normalement, mais tout le monde est comme, les conférences de presse, ouais, Wilfrid m'a dit sur quoi je dois travailler, je sais pourquoi je joue ou je joue pas. Les joueurs ont eu un plaisir de jouer pour cet entraîneur-là. Là, dans la réalité du foot, tu changes d'entraîneur, donc tu t'habitues au nouvel entraîneur, c'est tout, mais je dirais qu'il n'y a aucun joueur là-dedans qui était comme, bon, peut-être aucun. Je veux pas dire, il y en a ceux qui ont moins joué, c'est sûr, sont comme, le coach m'a pas donné ma chance. Ils le diront pas ouvertement quand tu gagnes. Mais en majorité, tout le monde a aimé le passage. Tout le monde a senti, j'ai grandi. Les joueurs Waterman, ce sont des meilleurs joueurs depuis que Wilfrid Nancy est passé. Rappelez-vous, là, il y a 2 ans, les gars, ça va être un joueur complémentaire. Finalement, on parlait de lui peut-être potentiellement défenseur de l'année avec Rudy Camacho parce qu'il avait tellement progressé et que même il est rentré dans le viseur de l'équipe nationale. Il y en a plein. Mathieu Choinière, il jouait pas là avant. Là. Il a commencé à jouer sous Wilfrid Nancy. Là, on a commencé à voir peut-être Mathieu Choinière à un autre poste. Ah ouais, écoute, il est pas mal ce petit jeune-là. Donc, il y en a plein. Mihailovic, il l'a fait exploser. Ismaël Koné aussi. Romel Kyoto est devenu un marqueur de plus de 10 buts.
Donc, tu sais, il y a beaucoup de choses qui sont ressorties de son temps, Wilfried Nancy est là. Et les joueurs, tu sais, je pense qu'eux autres, ils avaient un espoir je crois qu'ils savaient de ce qu'ils ont senti de la fin de saison que oui, je pense qu'il a un pas dans la porte de sortie, mais tu le sais jamais jusqu'à temps que ce soit officialisé. Fait que je crois qu'ils avaient un espoir qu'il reste. Ouais. Parce qu'ils se sont dit, bon, il n'a pas vraiment dit qu'il partait. Mais non, tous les joueurs qui sont restés et qui ont joué l'année passée, ils avaient que des bonnes choses à dire parce qu'ils ont senti qu'ils ont progressé, que quelqu'un avait à cœur, pas juste qu'il joue, mais qu'il performe. Et comme tu dis, les valeurs, courage, humilité, il les a mis, puis les joueurs ils l'ont pris, ils l'ont absorbé, puis ils l'ont inculqué pendant 2 ans, puis ils étaient fiers de porter. On se rappelle, ils disaient, ils croyaient vraiment qu'ils allaient gagner la Coupe MLS. C'est à ce point-là qu'ils croyaient dans leur potentiel. Ben oui. Ben c'est ça, ils croyaient. Puis le propriétaire, en fin d'année, Gabriel Javel l'a dit, s'est excusé de ne pas avoir cru en cette équipe-là. Alors, tu peux comprendre, au-delà aussi de tout ce qui est arrivé, puis tout le bagage qu'on avait en 10 ans de travail de Wilfried Nancy à Montréal, il y avait un bagage, il y avait une relation, il y avait quelque chose avec le propriétaire. Quand le propriétaire, à la fin d'année, s'excuse de ne pas avoir cru en toi dans l'année, alors que toi, t'es dans les tranchées, puis t'essaies de convaincre tout le monde, puis t'essaies d'en gagner un après l'autre avec la pression. Quand le gars qui est supposé d'être derrière toi arrive, il dit « Ah, hey, désolé, j'y croyais pas », et les excuses sonnent un peu faux aussi, peut-être. Alors ben, faites ce que vous faites, puis je trouve ça sain en même temps. Si il est plus en bleu, blanc, noir, Wilfried Nancy, puis c'est correct aussi dans une certaine mesure. Après ça, Wilfried Nancy, tu l'as dit, il a des valeurs, donc il a des convictions. Là, comme quand on parlait, tout le monde était comme « Ah, est-ce que Wilfried Nancy va rester? » Et moi, je répondais tout le temps « Est-ce que Wilfried Nancy veut rester? » Il dit, tout le monde parlait de « Ah ouais, est-ce qu'ils vont le re-signer? » Mais est-ce que Wilfried Nancy veut rester? Parce que s'il inculque des valeurs, et il a des convictions, puis il sent que il y a quelque chose qui est brisé, ben quelqu'un qui a des fortes convictions va dire moi je vais faire ma job, mais après mes convictions vont faire que peut-être que je dois aller faire je vais aller ailleurs, puis que je sens que comme justement moi mon travail est valorisé, ou du moins je ne vais pas dire qu'il est valorisé, mais au moins on a confiance. Ah oui, c'est aussi simple que ça. Ouais, quand quelqu'un arrive, c'est tout nouveau, tout beau en même temps. Mais quand quelqu'un arrive, dit Monsieur Nancy, on aimerait beaucoup ça vous avoir, même pour plus cher que ce que vous faites dans une équipe qui vous a jamais, on a le sentiment qu'il vous a jamais apprécié tant que ça au prix que vous méritez dans le contexte du football actuel. Ouais. Oublie pas que c'est un emploi, là. Quand tu vois Chosebin arriver de Saint-Clinclin-les-Meumeux puis faire 3 fois ta paye, tu fais ouais, m'aller à une place où eux ils ont le goût de m'avoir. Alors, surtout juste pour conclure là-dessus, c'est que tu sais, là, il a dit Kevin, c'est que tu avais une belle relation, puis tout le monde voit comme plus loin. Hey, dans 5-10 ans, qu'est-ce qu'on va avoir de l'air? Puis là, tout d'un coup, la relation est termine. Et puis, tu essaies de comprendre pourquoi. Puis c'est parce que là, cette fois-ci, c'est pas toi qui contrôlais la sortie d'une telle personne. C'est lui qui a décidé de sortir. Donc, dans cette relation joueur-club ou coach-club, ben, quand c'est toi qui te fais avoir, si on peut dire, ben, tu te sens beaucoup moins bien que quand c'est toi qui dis hey, merci, bonsoir, on a fait son puis ciao. Donc, puis moi, comme amateur de MLS, je suis content d'avoir des Québécois ailleurs. Mais c'est dommage qu'on ait pu Wilfried Nancy, mais je suis content de l'avoir dans la Ligue. Il y a du succès. Je suis content de voir Maxime Crépeau ailleurs avoir du succès, Mo Farsi. Bref, bien content de tout ça. D'ailleurs, j'ai parlé de Camacho, il est retourné à Columbus. Hein. Ce fameux match de juillet là qui a cassé bien les affaires, la rumeur voulait que Camacho aussi voulait partir à cette époque-là avec Wilfried. Alors voilà. Et pour pousser l'analogie un petit peu plus loin, ça fait aussi de voir son ex se remarier et trouver peut-être sa relation à long terme. Quand il revient à la maison, ça va encore plus mal. Là, donc, c'est ça. Là, donc, Dr. Phil, non, mais tu parlais de valeur. Mais la famille Aslam, la famille Edwards, les propriétaires de Crew Columbus, leurs valeurs qu'ils ont dans leurs équipes professionnelles, c'est exactement ce que Wilfried Nancy parle depuis longtemps. Donc tout ça ensemble, c'est comme si on voit son ex. On voit son ex vraiment trouver son match parfait. On est comme moi, on est déçus, puis en même temps, t'es comme je l'aurais pas rendu heureux anyway. Le match, OK. Kevin, réponds de façon succincte parce que je vais aussi poser la même question à Pat. Je l'ai faite avec Matt Cullen la semaine dernière. Columbus, tu regardes, écoute, si tu avais à prendre une équipe
dans l'Est pour gagner et puis tu mets ton hypothèque, ta vie presque en jeu, OK? Puis tu as le choix de choisir une équipe pour gagner la Coupe MLS. Prendrais-tu Columbus? Pas comme premier choix, mais ça serait dans mon top 3. Mais pas comme premier choix, juste parce que je suis pas encore convaincu avec les changements, voir si ça va pouvoir continuer de pouvoir mettre ça jusqu'à la fin de la saison. Il y a eu beaucoup de changements dans la dernière semaine. Mais oui, c'est pour moi top 3 assuré. OK. Cincinnati, Philly? Cincinnati, Nashville? Cincinnati, sûr. Cincinnati, Philly, je pense, parce que Philly, je pense qu'ils sont en montée et je pense qu'on va revoir le Philly qu'on a vu au début de la saison dernière, bientôt, qui s'en vient. Pat, Columbus, si tu avais à parier ta vie, ou presque? Ben, FI premier. Ouais. Parce que l'expérience, tu vois que ils l'ont fait. Pour la MLS. Je veux dire, un certain degré, ils ne se dérangent pas s'ils finissent premier. Ils savent que c'est l'après-saison. Columbus, je suis comme Kevin, si j'attends, parce que ils ont fait des bonnes acquisitions qui te disent wow, attends, Julian Gressel, Rudy Camacho, Diego Rossi. Quand tu fais ces genres d'acquisitions-là, c'est que tu veux aller à la prochaine étape. Tu as laissé partir Lucas Zelarian quand même, mais tu as remplacé Diego Rossi qui a 25 ans. Puis il t'a coûté un peu moins cher que Zelarian t'a coûté au total. Donc, moi, je les vois comme très forts candidats, mais je vois Philadelphie au-dessus des autres parce qu'ils ont de l'expérience, ils ont du vécu qui les titille à vouloir faire plus. Ça fait un Christine milieu de terrain, Darrington Nagbe, Hayden Morris, puis Diego Rossi notamment, mais c'est plus que la somme, mais puis Edmundson, puis t'as Gressel sur le côté, t'as Farsi aussi qui peut venir en fin de match et au besoin. T'as une équipe, c'est assez intéressant comme équipe présentement. Ouais. Columbus. Écoute, juste, il y a 2 points parce qu'on va finir aussi là-dessus. L'affaire de Wilfried Nancy, puis on a parlé du travail d'Olivier Renard. En fait, j'ai parlé du travail d'Olivier Renard. Toute cette séquence-là, depuis l'an dernier avec Wilfried Nancy, ça me dit, premièrement, une des difficultés du sport professionnel, c'est d'engager, d'engager le bon entraîneur. C'est vraiment une affaire qui est difficile à faire parce qu'on l'a vu. Il a choisi la SADA. Olivier Renard a dit la continuité, c'est moi. Mais en même temps, c'est pas simple. Là. On prend du temps. La SADA arrive puis il dit j'ai pas nécessairement des joueurs pour jouer à ma façon. Là, ça te prend 1 an, 1 an et demi pour changer ton équipe, pour la remodeler à la façon de la SADA. Même les joueurs, au début de l'année, ça a pris 5-6 matchs pour les convaincre qu'on n'était plus en 2022, qu'on était mis en 2023. Donc, trouver un entraîneur, on n'a pas de RH nécessairement, c'est souvent par contact, c'est souvent par entrevue, c'est souvent par affinité, par qui est disponible aussi à ce moment-là. La difficulté d'engager, elle est grande. Moi, j'en ai fait d'ailleurs des entrevues d'embauche. Pour ceux qui en ont jamais fait, c'est vraiment dur faire des entrevues d'embauche puis trouver le bon candidat. Deuxième chose aussi, et ça, tous les commentateurs sportifs devraient prendre des notes. Un entraîneur arrive et succède toujours à un autre. Ça a l'air niaiseux, ça a l'air évident, mais tu arrives toujours dans un contexte. Losada arrive après Nancy. Nancy arrive après Caleb Porter. Puis des fois, ça joue pour toi. Hein? Caleb Porter, je pense que c'est un gars qui était très sûr de lui, très convaincu, qui devait peut-être plus s'écouter parler que Wilfried Nancy, qui interpelle les joueurs. Losada, c'était la même chose à DC. On en a parlé. Il est arrivé après Olsen, qui était comme les gars, faites ce que vous voulez, tranquille, chill. Puis lui, il arrive un peu plus militaire. Ça fait un effet dans le vestiaire. Tu peux l'utiliser. Ça peut t'aider. Ça peut aussi te nuire aussi. Dans l'analyse, moi, j'ai ça maintenant en gros dans mes affaires. Un entraîneur succède toujours à un autre aussi. Il faut toujours ça en prendre en ligne de compte. D'ailleurs, dans la politique, dans la soccer fiction, puis je m'adresse à vous deux, peut-être Pat pour commencer, est-ce que tu penses que Nancy aurait eu du succès quand même cette année? Tu sais, dans le fond, est-ce que Montréal serait beaucoup plus haut si on avait été dans la continuité de Nancy? Parce que là, on a beau dire ce qu'on voudra, puis j'ai beau dire que Losada arrive, prend une nouvelle équipe, mais il y a une tonne de nouveaux joueurs. Puis ce qu'on va avoir sur le terrain face à Wilfried Nancy, il en connaît pas. Opoku, Lasseter, Duke, Saliba, il connaît, mais il n'a pas fait jouer des tonnes. Non, on peut pas prédire qu'il ferait mieux. Là. Je dirais que la façon de jouer, c'est sûr, je crois que ça a été plus simple pour les joueurs. Quand je dis plus simple, c'est parce que ça aurait juste été une continuité. Ceux qui étaient déjà là prennent la place de ceux qui partent. Mais les réflexes, le repère, la façon de travailler, elle aurait été là. Donc, elle aurait donné un peu plus d'assises. Fait que je pense pas qu'on aurait vu les 5-6 matchs de début de saison catastrophiques. Ouais. Parce que là, c'était vraiment un changement de philosophie qu'il fallait que les joueurs s'ajustent. Donc, est-ce qu'il serait un peu plus dans la conversation
plus aisément, peut-être qu'il serait 6 ou 7e, mais je pense pas qu'il serait. N'oublions pas, l'année passée, là, c'est une superbe année. Année record pour le CF Montréal. Mais en même temps, il y a des équipes qui ont dégringolé, qui cette année se sont repris. Donc, l'année passée, on avait prévu Montréal pour la majorité 4, 5e, 6e. Ils ont fini 2e. Fait qu'ils ont surjoué. Ils ont fait une saison au-dessus des attentes. Là, cette année, on les voit quoi? 8, 9, 10e? Ils sont là. Si Wilfried aurait été là cette année, peut-être 7e, 6e, j'aurais pas donné plus haut, là. C'est juste qu'il y aurait eu des assises qui t'auraient dit, OK, on a une continuité, donc même si le talent est peut-être moindre ou a besoin de plus de temps pour il aurait travaillé dans les mêmes moules, puis ils auraient peut-être été un peu plus confiants au départ, des points qu'ils ont perdus bêtement, qui peut-être il y aurait 3, 4 de plus, là, ou 5 de plus, qui les mettraient où? Juste en avant de Nashville, sûrement, là. Je suis dans la même, ouais, c'est ça. Je suis dans la même idée que toi, Patrice. Kevin, samedi, demain, les gens au stade, les partisans font quoi, Wilfried Nancy? Indifférence? Non, je pense qu'il va y avoir une bonne ovation. Je pense qu'il va y avoir quand même une bonne réception. Et ensuite, on va passer au match et aux choses sérieuses. Et je pense que Camacho, pendant le match, va avoir une bonne ovation aussi. Je pense que il n'y aura pas de huée non plus de ce côté-là. Je pense qu'il va y avoir quand même beaucoup de respect qui va être donné de la part du public montréalais. Ouais. À voir. Voilà. Bon, on va finir là-dessus. Merci d'avoir été des nôtres. D'ailleurs, au stade, il va y avoir 2 entraîneurs aussi. 2 anciens entraîneurs tout près du terrain parce que John Imiatis va sonner la cloche aussi ce week-end. Ça, j'aime ça. J'aime beaucoup ça. As-tu joué avec John, toi, Pat? Oui, j'ai joué avec John 2000 à 2001. Est-ce qu'il t'a crié après? John a crié après tout le monde. John. Il m'a crié après moi. J'ai joué le match immédiat l'année passée, il criait. Il faisait juste crier après moi. Voilà. Il n'y a pas le filtre. C'est ce qui fait sa personnalité. Donc, moi, quand tu es jeune, tu t'habitues là, à John aussi, mais non, moi, c'est parce que. Puis je l'ai même eu comme co-chambreur pour un match là, sur la route. Là. Donc, ben, tu sais, gars plus sensible qu'il laisse paraître. Je laisse ça à ça. Mais ouais. Ah non, il est super, on fait des blagues, mais il est oui, sensible. C'est un super bon gars. C'est juste qu'il est très dans ta face au départ si tu le connais pas. Mais tu sais, c'est Johnny Miatis. C'est tout ce qu'on m'a dit. C'est Patrick Leduc qui m'a dit ça, puis qui a bien résumé Johnny Miatis. Oui, il gueulait, mais il était juste. Il gueulait pour te replacer, puis si tu faisais pas d'effort, il t'arrachait la tête. Mais si t'étais à ton affaire, puis il te replaçait en hurlant, mais c'était juste, c'était pas un bully, puis c'était pas un gueuleur pour de malade mental. Je dirais que moi, tu sais, il y en a qui diraient que un bully, un intimidateur, je le mettrais pas là-dedans. C'est quelqu'un qui avait quand même tu peux dire, ils disent quand il y en a qui care parce qu'il t'écrit après, ben lui, c'en était un. La seule chose, c'est demande ça à des arbitres. Je suis pas sûr qu'ils vont dire la même chose. Mais Johnny Miatis, non. Ça, c'était du bon temps avec lui. Puis c'était un excellent joueur. Là. Le monde qui l'ont pas vu, c'est vraiment un des meilleurs joueurs dans l'histoire du soccer québécois et canadien. Avait joué en arrière, il avait cette facilité à propulser vers l'avant, techniquement très habile, doué. Donc, John, c'était un plaisir de jouer avec lui, parce que c'était quand même... Il y avait de l'assurance. Tu savais que quand il était en arrière, tu ne stressais pas trop, parce que balle au pied, il était vraiment au-dessus de la moyenne. Ouais, top. Puis un des seuls à l'époque aussi, un des seuls Québécois dans le programme national aussi. Il n'y a pas beaucoup de Québécois. Pour moi, pour être franc, comme je ne connais pas bien Alex Bunbury, là, mais Johnny Miatis, c'était ma barre à dépasser dans l'équipe nationale. Il avait 43 matchs. J'ai dit, moi... J'étais pas Alex Bunbury, 64 matchs, c'était John Miatis. J'ai joué plus de matchs que lui dans l'équipe nationale canadienne. C'était ma référence pour moi au niveau de l'équipe canadienne d'être québécois. Ouais, voilà. Vous aurez l'occasion de le voir samedi, donc au stade. C'est sur Apple TV, naturellement. Le match, si vous n'y êtes pas, soyez-y et joignez-vous à nous pour cette rencontre. Patrice Bernier, on te laisse aller. Merci encore, le capitaine éternel. C'est un privilège à chaque fois. On fait des blagues. Merci, toujours un plaisir. Bon match, ça va être intéressant. Je vais pouvoir être juste assis spectateur à regarder ce match-là, voir comment ça va aller Columbus-Montréal. Ça va être intéressant. C'est sûr qu'il va y avoir des buts, hein? Oui, assurément. Kevin Laramé, merci aussi. C'est un privilège d'être avec toi aussi. Et c'est un privilège que tu me payes mon prochain Old Fashion aussi sur la route aussi, d'accord? Parfait, il n'y a pas de problème. C'est un privilège pour toi. Oui, exactement, c'est ça. Merci d'avoir été là, Kevin. Je m'appelle Frédéric Laure. Merci d'avoir été là. Si t'es au cégep, le jeune, ou si vous êtes au cégep, vous pouvez participer à notre cours puis venir sur 11 Montréal une fois. Il s'agit de nous tweeter ça. En fait, de me tweeter
d'écouter ça et de justifier en un tweet pourquoi vous devriez être sur 11 Montréal avec nous. D'ici là, passez un bon week-end, portez-vous bien, à bientôt.